Et si on faisait une palle de printemps? Le 20 mars, c'est le printemps pour vous, parce que je vis pas dans le même hémisphère que vous, mais c'est pas impossible les amis que à un moment donné, pendant le printemps, je sois en Europe. Donc oui, je vais vivre moi aussi le printemps et ça m'a donné envie de me faire une petite palle spéciale pour le printemps. Et donc dans cette palle, je vais vous présenter plusieurs romans, on va avoir plusieurs genres littéraires, on va avoir du cosy, ouais, du cosy, mais aussi évidemment de l'horreur, on va avoir du thriller et même les amis de la romantaisie. Oui, j'avais dit que je m'arrêtais avec la romantaisie, mais j'ai un livre de romantaisie dans ma palle, donc peut-être qu'il est temps de le sortir. Allez, c'est parti pour cette palle spéciale printemps que je veux lire. Je me suis procuré très récemment Nos femmes sous la mer de Julia Armfield et c'est un roman qui me rend très curieuse. J'ai l'impression que ça va être quelque chose d'assez sombre, étrange, mystérieux et peut-être même aussi poétique. Donc ça attise ma curiosité. On va suivre un personnage qui s'appelle Léa et elle est biologiste et en fait elle a travaillé en mer puisqu'elle était dans un sous-marin. Alors je sais pas s'il y aura un peu un côté claustrophobe si on voit quelques scènes dans le sous-marin, mais ça pourrait donner une atmosphère un petit peu étouffante, tout ça, je ne sais pas. En tout cas, elle va revenir d'une mission dans un sous-marin et en fait elle va revenir mais elle va être un petit peu étrange. Elle va pas être comme d'habitude, Léa. Et dans la présentation du roman, on nous dit que c'est un roman d'amour et de mystère au succès viral. Je savais pas que c'était un succès viral, peut-être du côté anglophone, parce qu'évidemment il est sorti bien avant. Voilà, donc elle est restée des mois, Léa, dans les profondeurs de l'océan, et voilà, on sait que depuis son retour, elle a changé. Elle est avec une femme, je sais pas le nom de son épouse. Ah, son épouse s'appelle Miri. Et donc elle va observer, Miri, ce changement un peu inquiétant dans le comportement de Léa. Donc qu'est-ce qui s'est passé pendant cette mission? Est-ce qu'il y a quelque chose de surnaturel? Je ne sais pas, parce que c'est quand même un roman d'horreur. J'ai hâte de savoir. Juste hier, j'étais en train de naviguer sur les réseaux sociaux et sur Instagram, je suis tombée sur une publication d'Actes Sud qui parle d'une nouvelle sortie. Et ben, je l'ai tout de suite mis dans ma pile à lire de printemps parce que ça m'intéresse et j'ai envie de lire un peu du polar. Ça s'appelle L'île hallucinée de Julien Feu. C'est un auteur que je ne connais pas encore. Et c'est donc une nouvelle sortie de mars des éditions Actes Sud. D'abord, on va suivre deux enfants qui se baladent dans la lande et qui entendent des aboiements. Et donc, ils vont suivre ces bruits et ils vont tomber sur le corps d'un enfant décédé, d'un enfant d'à peu près leur âge, 11 ans. Ils vont donc donner l'alerte et quand le chef de police va arriver sur les lieux, il va se rendre compte que le collier du chien qu'ils ont suivi, c'est le collier de son chien à lui, mais son chien est mort il y a 20 ans. Et puis en plus, quand ils cherchent le corps de l'enfant qu'ils avaient retrouvé, on ne le retrouve pas le corps. Alors que l'enfant qui est censé être mort et dont il voyait le corps, est bien disparu. Donc où est passé le corps et où est passé ce chien qui semble être le chien de l'inspecteur qui est mort il y a 20 ans. C'est vraiment très étrange. On va donc avoir deux inspecteurs qui vont être dépêchés sur les lieux pour enquêter sur ces étranges événements qui se sont déroulés. Et il va y avoir aussi une anthropologue qui va arriver sur l'île et qui va essayer de démêler un petit peu ce qui se passe avec les enfants du coin. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose d'assez mystérieux, d'étrange. Je ne sais pas si ce sera un polar avec un côté surnaturel ou non, mais l'île hallucinée plus le résumé laisse penser, laisse présager quelque chose d'assez mystérieux, irréel peut-être aussi. Donc ça me donne vraiment très envie de découvrir ce roman de cet auteur que je ne connais pas encore. On va maintenant parler de cette fameuse romantaisie que je veux découvrir au printemps. Il s'agit de Le Chevalier et la Phalène de Rachel Gillig, parce que Rachel Gillig, je l'ai découvert avec Une fenêtre sur les ténèbres, et comme j'avais beaucoup aimé ce roman, un peu moins la suite, mais l'univers, l'atmosphère et la plume, je me suis acheté Le Chevalier et la Phalène, la nouvelle romantaisie de l'autrice. Donc j'ai envie de tester. Ici, on va être dans un univers, encore une fois, de fantaisie gothique, et j'avais beaucoup aimé cet élément dans la première duologie de l'autrice. On va suivre une jeune prophétesse qui, elle, est capable de lire l'avenir, et elle va se retrouver liée, son destin va être lié avec, évidemment, un chevalier un peu mystérieux. Ce que j'espère retrouver surtout, c'est une espèce d'ambiance un peu gothique, mystérieuse, à la fois aussi
assez sombre, parce que ça me plaît beaucoup. Et le côté romance, j'espère qu'il arrive, mais en second plan. Voilà, j'espère qu'il va y avoir quand même un world building assez riche. Franchement, je ne me rappelle pas vraiment des critiques sur ce livre. Pour moi, il me semble que j'ai entendu que des bonnes critiques. Mais bon, je vous dirai ce que j'en pense. J'ai aussi envie de lire un thriller et dans ma palle, j'ai Hidden Pictures de Jason Rekulak. Ici, on va suivre une babysitter. Alors, Mallory Quinn, elle sort en fait de cure de désintoxication et elle va être embauchée par un couple pour être justement la babysitter de leur enfant. Elle s'occupe donc d'un petit garçon et lui, comme passion, il adore dessiner et donc il fait tout un tas de dessins bien évidemment. Sauf que, au bout d'un moment, elle va se rendre compte qu'il fait des dessins assez étranges, ce petit garçon. Il va représenter des scènes de plus en plus inquiétantes, des scènes assez glauques quand même. Et donc Mallory, elle va commencer à étudier ces différents dessins et c'est pas impossible qu'elle prenne un peu peur. Surtout ces scènes-là qu'il va représenter, ces dessins deviennent de plus en plus sinistres. Alors je l'ai en version liseuse, j'aurais voulu l'avoir en version papier parce que je sais que justement on va voir les illustrations des dessins dans le roman. Souvent quand on a les cartes ou les dessins ou les illustrations, elles sont assez petites. Donc j'espère que je ne vais pas devoir m'amuser à chaque fois à augmenter pour voir réellement bien les dessins. On verra, je vous dirai mon avis là-dessus, mais c'est un roman que j'avais envie de découvrir depuis déjà un bon moment et j'espère le faire pendant le printemps. Allez, celui-là me fait vraiment penser au renouveau de la nature et vous allez voir que la couverture fait penser au printemps puisqu'il s'agit de Le ministère du futur de Kim Stanley Robinson. Il fait presque 700 pages, 650 pages en version poche chez Brajlon. Ici, on va parler clairement du changement climatique et je pense aussi un peu de politique du coup pour gérer ce changement climatique. C'est un futur assez proche et il va y avoir une organisation internationale qui va être créée pour défendre les générations futures face au dérèglement climatique. D'ailleurs, ça a été établi en 2025, l'objectif de cette agence des Nations Unies pour défendre les générations à venir. C'est vraiment une bonne idée. Et donc cette agence va être appelée le ministère du futur. Donc on va parler ici de l'avenir, on va parler ici de comment peut-être trouver une solution pour l'avenir par rapport à ce changement, ce dérèglement climatique. On nous décrit ce roman quand même comme ambitieux et optimiste, d'une humanité prête à coopérer pour éviter le désastre. L'avenir de la planète est peut-être entre les pages de ce roman et donc ça me rend curieuse, notamment pour une lecture de printemps. Également peut-être un peu un running gag si vous suivez ma chaîne, je vais mettre encore Migration de Charlotte McConaghy parce que je crois pas que je vais avoir le temps de le lire pour le Book Trip Challenge et donc j'ai vraiment envie de le connaître, j'ai envie de le sortir pour le printemps. Franny Stone va suivre ici la migration des sternes arctiques sur un bateau avec le capitaine et elle va en profiter certainement pour remettre un petit peu de l'ordre dans sa vie. Nous sommes dans un monde, dans un futur proche où beaucoup d'espèces animales ont disparu. Ça fonctionne bien, hein. Avec ce roman-là, il faudrait que je les lise les uns à la suite des autres, je sais pas dans quel ordre. Peut-être le roman optimiste après, celui-là. J'espère que je vais aimer ce roman parce que je crois que c'est quand même assez nature writing et assez contemplatif. Et souvent, j'ai quand même envie d'avoir une intrigue un peu plus profonde. Donc je sais pas, je vais tester. C'est vraiment un test, mais ça m'attire. Et Charlotte McConaghy, en ce moment, on parle beaucoup d'elle pour d'autres romans. Moi, j'ai envie de commencer avec celui-là. J'espère que je vais être séduite par la plume notamment parce que si la plume m'accroche et le personnage m'accroche, je peux parfaitement aimer ce livre, mais si c'est un petit peu trop contemplatif, là c'est moins sûr. Donc je pense que ce livre-là, ça va passer ou ça va casser. Je vais quand même essayer de le découvrir pour le printemps 2026. Allez, on va partir encore sur un roman différent cette fois-ci, un contemporain français de David Funkinos avec La délicatesse. C'est d'ailleurs un roman que je dois commencer à vrai dire aujourd'hui. Donc c'est pas impossible que je le termine, peut-être même juste au tout début du printemps, puisqu'il est assez court, je crois qu'il fait 220 pages ou quelque chose comme ça. On se retrouve ici dans un roman qui apparemment va être quand même assez optimiste malgré le pitch du livre de base qui est assez triste, parce qu'on va parler beaucoup de
de deuil et de mort, puisqu'on va suivre une héroïne, Nathalie, qui va essayer de se reconstruire après la mort brutale de son mari. Mais elle va faire une rencontre qui va peut-être tout changer dans sa vie, et c'est ce qu'on va suivre dans ce roman. Donc évidemment, on va ici parler de deuil, mais il va y avoir aussi pas mal de tendresse, d'émotion, à travers cette romance, je pense, en tout cas c'est ce que j'espère y trouver, une histoire peut-être de renaissance émotionnelle, et ça je trouve que c'est toujours inspirant, donc j'ai hâte de le découvrir. Et pourquoi pas maintenant une petite lecture un peu plus cosy, un peu moins grave, avec l'Atlas des Autres Terres d'Emily Wilde, de Heather Fawcett, qui est donc le tome 2 de l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. Voilà. Donc écoutez, j'avais adoré l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, je lui avais mis un 4,50, j'avais adoré la plume un peu vieillotte, j'avais trouvé ça vraiment très très chouette, j'avais adoré les différentes péripéties des personnages, il y avait un petit peu d'humour, c'était mignon, et j'avais bien envie de découvrir ce tome 2. Donc écoutez, ce sera chose faite au printemps. Ici je pense qu'on va être dans les Alpes autrichiennes, donc ce sera peut-être pas un univers de printemps, mais un petit peu plus hivernal peut-être. Mais écoutez, de toute façon, je suis complètement en dehors de la météo ici. Pour moi, c'est l'été, donc ça changera pas grand-chose. Mais je trouve quand même que ça ressemble un petit peu au printemps en même temps que à l'automne, ce livre. Puisque ici, c'est plus printemps, ici, c'est plus automne. Je pense que ça ira, et de toute façon, c'est un petit roman assez cosy. On va suivre les aventures de Emily, qui va cette fois-ci vouloir nous écrire un atlas, l'Atlas des Autres Terres. Donc on va parler un petit peu plus de géographie mondiale. Voilà. Mais par contre, elle va quand même se retrouver dans les Alpes autrichiennes, et évidemment, il va lui arriver plein de péripéties à elle et à Bumblebee. C'est ce qu'on va suivre dans ce roman. Je vous en parle très bientôt de celui-ci. J'ai envie aussi, au printemps, de continuer un petit peu mon exploration dans la géographie littéraire avec les Lyon persanes de Marjan Kamali. On va se retrouver dans ce roman à Téhéran, donc la capitale de l'Iran, en 1950, et on va suivre deux femmes. C'est une histoire un peu d'amitié, c'est une histoire aussi peut-être de sororité aussi, qui va se dérouler sur plusieurs années, et qui va suivre aussi, à travers le destin et le parcours de ces femmes, les événements politiques catastrophiques qui se sont déroulés en Iran. On va suivre d'abord Ella, qui brutalement va perdre son père et qui va donc devoir quitter sa vie privilégiée. Elle va se retrouver donc dans un nouveau quartier. Elle va se lier d'amitié avec Oma, qui est une fille assez libre et surtout assez audacieuse. Ensemble, les deux filles vont commencer à rêver, et elles veulent devenir des lionnes, c'est-à-dire des femmes fortes, des femmes qui sont capables de changer leur destin et de se prendre en main, de prendre en main leur destin. Sauf que elles ne sont pas vraiment du même milieu social, et donc ces différences sociales-là et leur choix de vie, et aussi évidemment les bouleversements politiques du pays, vont influer sur leurs relations. Ce qui m'attire dans ce livre-là, c'est évidemment qu'il va se dérouler à un moment un peu charnière de l'histoire de l'Iran. Et donc évidemment, vu l'actualité, je trouve que c'est vraiment intéressant peut-être de lire ce livre maintenant pour avoir vraiment un point de vue interne d'une femme en Iran. Voir aussi comment ces bouleversements politiques et cette instabilité politique va influer, va impacter la vie des femmes. Et puis on va être aussi sur une grande histoire d'amitié féminine qui va être mise à mal par justement les bouleversements politiques du pays. J'espère que je vais mieux comprendre du coup l'histoire du pays et tous les changements qu'il y a eu et les bouleversements à travers cette œuvre, donc j'ai hâte de m'y plonger. On va partir maintenant sur un livre fantasy science-fiction qui est un tome 2. J'ai évidemment envie de découvrir enfin The Strength of the Few de James Islington, puisque je suis en train de faire une réécoute de The Will of the Many. Alors je prends vraiment mon temps parce que j'ai plein de lectures à côté, mais j'ai vraiment plaisir à redécouvrir ce premier tome. En tout cas, dans The Will of the Many, on va suivre l'histoire de Vis, qui est un jeune orphelin qui va faire une rencontre qui va quand même changer sa vie, puisqu'il va être adopté par un homme qui a beaucoup de puissance dans cette hiérarchie. C'est un système qui ressemble beaucoup à la Rome antique au niveau du système de pyramide hiérarchique. Donc lui, il est très haut placé, et il va envoyer Vis dans une académie pour surtout lui faire monter les échelons, et surtout pour lui faire découvrir certaines choses qui sont visiblement cachées par cette académie que veut absolument découvrir Alkiskor.
C'est assez difficile de résumer ce roman parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est un world building extrêmement riche et il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce premier tome puisque d'abord on apprend à découvrir qui est Vice. Vice n'est pas celui qu'il semble être, il a aussi une histoire très intéressante. Alkiskor et sa famille également, et puis il y a tout cet environnement de l'académie et également le système de magie qui est assez particulier puisqu'il repose sur la volonté et la volonté qui se transmet par les gens. Donc les gens vont donner leur volonté et leur force vitale à d'autres sur un système pyramidal, donc de hiérarchie. Donc c'est très complexe, il faut lire le livre parce que c'est pas évident et moi je vais lire le tome 2 et je ne peux rien vous dire sur le tome 2 sous peine de vous spoiler totalement le tome 1. Voilà. Donc je peux pas vous en dire plus, je vous en parlerai, mais en tout cas, écoutez, il va y avoir beaucoup de mystères, il va y avoir beaucoup de tensions à mon avis. Le world building va être encore développé parce que vu ce qui se passe dans le tome 1, on sait que on doit apprendre encore beaucoup de choses sur ce world building, sur ce système de magie. Il y a beaucoup de choses. C'est très vaste, c'est très riche, c'est très dense et c'est très complexe aussi. Donc j'ai hâte de m'y replonger après ma relecture de The Will of the Many. Et enfin, j'ai envie de découvrir un thriller que j'ai mis un peu de côté, que j'avais déjà mis dans une palle, mais que j'ai pas pris le temps de découvrir, qui était In the Woods de Tana French. Je crois que c'est Dans les bois en français. Il a été traduit. C'est un thriller psychologique, je crois, qui va être assez atmosphérique, normalement. Ça va être une atmosphère assez froide, assez brumeuse, quand même. On va se retrouver dans les bois et on va suivre un détective qui enquête sur le meurtre d'une fillette dans un petit village irlandais. Sauf que cette affaire-là, eh bien, elle va résonner chez le détective parce que ça va lui rappeler une affaire, un traumatisme mystérieux de son enfance. Et bien voilà, j'ai fait le tour de ces 11 romans que j'ai envie de découvrir dans ces prochains mois. Il y a vraiment de tout, comme je vous l'ai dit, du thriller psychologique, du thriller, du polar, du roman noir, horrifique, de la romantasy et du cosy. Moi j'aime bien varier les genres, donc je pense que cette pile à lire propose pas mal de genres un peu différents, et évidemment, je ne vais pas lire que ça au printemps, mais voilà, c'est un peu les romans que j'ai peut-être envie de privilégier pour la prochaine période à venir. Je vous souhaite donc d'avance pour demain un bon printemps, j'espère que vous allez avoir un super climat, que la nature va enfin se réveiller et que vous allez faire de belles balades dans la nature. Ça c'est vraiment un truc, je me réjouis de ça, si vous saviez les amis, je n'attends que ça. Aussi, pour ma part, quand la nature se réveille, quand le soleil commence à vraiment nous réchauffer et qu'on entend les petits oiseaux chanter et les fleurs là qui embaument, j'ai tellement hâte. Donc écoutez, je vous souhaite un excellent début de printemps et moi je vous retrouve lundi pour un nouveau vlog sur mes lectures imposées que j'avais vraiment pas du tout envie de lire quand je les ai tirées dans ma jarre. Rappelez-vous, dans mon bilan du mois dernier, je les ai lus, je vous laisse découvrir ça. Et puis n'oubliez pas aussi notre rendez-vous puisque dimanche c'est le dernier jour du mois de mars, le 29, et donc eh bien, il va y avoir un épisode de podcast, l'épisode numéro 3 d'Olivia aux frontières de l'imaginaire avec ma copine Olivia de la chaîne Symphonie littéraire. Ce sera sur ma chaîne. Voilà les amis, je vous laisse ici. À très bientôt. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. À lundi les amis. Ciao!